Le trading, le métier le plus convoité, le plus fantasmé et également le plus mal compris du grand public. Des salles de marché de Wall Street aux écrans d'un appartement parisien, l'image du trader a toujours fait rêver. Et pourtant, depuis quelques années, ce métier a fait beaucoup de dérivés. Des pseudo-traders qui affichent des Lamborghini sur Instagram, des influenceurs qui vendent des formations miracles de trading. Résultat, le grand public ne sait plus qui croire. Et pire, des milliers de personnes ont brûlé leur économie dans le trading en pensant avoir découvert la formule magique. Alors aujourd'hui, on remet les pendules à l'heure. Et aujourd'hui, on va parler du trading tel qu'il est vraiment. Ses résultats, ses pièges, ses croyances. Et surtout, on va donner des repères concrets à tous ceux qui veulent se lancer dans le trading sans se faire avoir. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Oh My Wealth, le podcast où on parle investissement, marché financier. Je me présente, je m'appelle Cyril Bouffard, je suis un ex-banquier privé, titulaire d'un master en finance, également d'un second master en gestion de patrimoine. J'ai généré plus de 100 000 euros sur les marchés financiers. Et aujourd'hui, à travers mon cabinet de conseil, Cyril Wealth Conseil, j'accompagne les particuliers à investir sur les marchés financiers. Si cela vous intéresse, le lien est dans la bio. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Johan, qui est un expert dans le domaine. Il a travaillé plusieurs années dans le domaine bancaire, notamment dans le trading. Et aujourd'hui, il a créé sa propre académie qui s'appelle Cameo Expert, dans lequel il aide les débutants à maîtriser le trading. Bonjour Johan, comment vas-tu? Bonjour Cyril et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Le but vraiment de ce podcast, c'est de parler de trading. Étant donné que toi, tu es un grand expert dans le domaine, c'est pour ça que j'ai décidé de t'inviter parce que voilà, tu as beaucoup, on va dire, de bouteilles depuis des années et des années maintenant. Donc, tu as ton académie. Tu as travaillé également en banque, dans des très grosses banques, d'ailleurs très prestigieuses. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors mon LinkedIn est vrai, tout ce qui est dessus, je l'ai vraiment fait. Généralement, on le trouve un petit peu impressionnant, moi un petit peu moins. Enfin, j'ai pas tendance à frimer, j'ai pas trop d'ego. J'ai surtout fait beaucoup de finances, je n'ai fait que ça. Parce que je suis passionné par la finance, ça a commencé à 18 ans, ça ne s'est jamais arrêté. J'ai fait des tonnes et des tonnes de choses. Mon parcours académique, j'ai suivi 4 masters de finance, même pendant que je travaillais, donc le soir, le week-end, dans tous les compartiments de la finance, de la gestion de patrimoine, à la finance de marché, à la gestion corporate et même le particulier. Même si en banque, j'ai jamais travaillé pour le particulier. Toujours des entreprises, d'abord cross-border, puisque j'étais chez Barclays, donc des sociétés anglaises. Et puis ensuite la salle des marchés, mais pour des entreprises CAC 40, en passant par la banque d'investissement, voilà. Et donc tout cela est vrai, c'était passionnant, un petit peu stressant, et je suis resté à peu près une quinzaine d'années chez Barclays, 14 ans, voilà. Ok, beau parcours du coup. Et donc, on a vu parcours académique. J'ai travaillé en banque et puis parallèlement à ça, j'ai fait du trading. On me trouve très empathique et très pédagogue. Ok. Et donc, je forme depuis très très longtemps, au moins une quinzaine d'années sur ce que je fais là actuellement. Mais même quand j'étais en banque, je faisais également un petit peu de formation également. Voilà. Ok, parce que Vas-y. ça fait combien de temps à peu près que tu as lancé ton académie, donc Cameo Expert? Euh, la société date de 2018, mais même en 2018, j'ai travaillé pour des autres salles de marché où je faisais de la formation pour particuliers aussi, y compris des concurrents actuellement. Voilà. Ok, ok, très clair. Et puis sinon, avant ça, j'en ai fait ailleurs, mais sans la société. Voilà. Ok. Ce qui est intéressant avec ton parcours, c'est que déjà, tu as un énorme parcours, que ce soit académique ou même professionnel. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup dans le milieu, parce qu'avec tout ce qu'on voit sur Internet, etc., des pseudo-traders de Dubaï, mais ça, on va revenir dans un second temps. Mais ce qui est vraiment intéressant, je dirais encore plus avec toi, c'est que tu as vu toute l'évolution du trading, c'est-à-dire que au début, on n'en parlait pas sur les réseaux sociaux, et tu m'as dit que tu as commencé en 2018, donc dès 2018, on était vraiment à la genèse du trading sur les réseaux sociaux, où peut-être qu'au début c'était des e-books, et après ça s'est de plus en plus modernisé, ça doit être e-book, après formation en ligne, ensuite accompagnement personnalisé.
Donc, comment toi, tu as vécu ça, le fait que tu étais l'un des précurseurs, je dirais concrètement, des formations en ligne sur le trading. Comment tu l'as vécu et comment tu vois également le marché évoluer vis-à-vis de ça? Les formations, on reviendra après sur, tu l'as dit, sur les pseudo-traders, mais même en France, je vois certaines personnes, et ne compte pas sur moi pour donner des noms, mais chacun fait ses propres expériences, d'accord, mais qui s'inventent un petit peu une vie. Tu vois, Ouais. et donc qui gonfle un petit peu les choses de manière marketing pour pouvoir vendre plus de formations. Comme on est dans l'ère du marketing, plus on en montre, plus ça va loin. Et même si c'est faux, eh ben c'est pas grave, ça va passer. La deuxième chose qu'il faut voir sur ta question, c'est que les profils de ceux qui apprennent ont énormément changé. Et donc, Mm. quand tu dis que je suis précurseur, j'ai vu l'évolution, c'est pas que j'ai vu l'évolution de la formation. Ce que j'ai vu d'abord, c'est l'évolution des profils de Ok. ceux qui veulent faire de l'investissement. Et quand je dis investissement, c'est au sens large. Donc ça Ok. va de la gestion de patrimoine à la gestion d'actifs, à la gestion de portefeuille, de trading, etc. Euh, Tout a été accéléré, alors maintenant par l'IA, mais avant Mm. par le Covid. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se sont retrouvées seules chez eux. Ils ont discuté un petit peu à droite à gauche avec les autres en disant bah, qu'est-ce que je vais faire, tiens. Et puis il y a quelque chose qui est revenu dans les conversations relativement souvent. C'est moi je fais du trading, je fais du Bitcoin, je fais du Forex, etc. Et ben hop, et regarde, j'ai gagné pas mal d'argent. Parce qu'évidemment, si vous questionnez votre pote, il va pas vous dire comment il perd. Il va surtout vous dire comment il Bien gagne. sûr. D'accord? Donc Bien ça sûr. aussi, même entre potes, on fait un petit peu de marketing, tu vois. Personne n'a envie de dire je fais du trading et alors, mais je perds, c'est terrible. C'est génial, non? Tu veux pas en faire un petit peu? Donc on présente voilà, la mariée toujours avec une belle robe. Donc on va dire ah bah dis donc, je fais du Bitcoin, oh là là, ça n'arrête pas de monter, etc. Alors que on sait, statistique à la pluie, qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de perdants sur les cryptos que de gagnants. Voilà. Mais on prend la photo au bon endroit, au moment où ça monte comme ça, et puis on était long, et Ouais, bien puis sûr. voilà, et donc du marketing. Euh, Avec ça, en fait, ce que je voulais dire sur le Covid, c'est que la base s'est énormément élargie. Il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, personne ne voulait être trader sans avoir un capital à mettre, par exemple, Mm. sans faire une formation de base. Les réseaux étaient beaucoup moins développés, mais YouTube existait déjà. Il y avait beaucoup Ouais. de formations sur YouTube, gratos, etc. Voilà, on pourra en parler si tu veux de YouTube parce que tout y est, mais la recette du pain, elle est aussi sur YouTube. Est-ce Mm. que tu vas devenir boulanger parce que tu as vu la recette du pain sur YouTube? Ben, tu vois que c'est pas forcément évident. Et Ouais, ce c'est qui n'est clair. pas évident ailleurs est très évident dans le trading, voilà, ou l'investissement en général. On Ok. cherche Mais en tout cas, des petites infos. très très pertinent ce que tu dis parce que 2018, 2018 j'avais 18 ans, à m'intéresser à la bourse, tout ce qui est investissement quand j'étais au lycée. Donc je devais avoir 15-16 ans. Donc c'était à peu près à ce moment-là. Et je l'ai connu parce qu'au début je voulais devenir trader. Voilà, je voulais devenir trader, c'était mon métier de rêve et je pense qu'il y en a beaucoup qui voulaient devenir trader également. Et Parce pourquoi? Pourquoi? qu'on a tous vu les films. Wall Street. Donc il y avait énormément de films sur le trading et ça donnait envie parce que on voyait des personnes gagner des millions et des millions et des millions. Et donc moi j'ai commencé avec un scammer, c'était totalement un scammer, il s'appelait Mika Lamas. Et je l'avais suivi sur Snapchat et il donnait des conseils sur le trading, achat, revente, etc., etc. Et j'avais commencé sur eToro, donc qui était une plateforme pour acheter et vendre, que ce soit des actions, des cryptos. Je ne sais Mhm. pas si c'est la meilleure plateforme, je pense pas
concrètement. Je pense qu'il y a des plateformes qui sont 10 fois meilleures. Mais voilà, moi j'ai commencé par ça. Et après, je me suis dit, bon, peut-être le trading, c'est pas fait pour moi. Et parce que je me disais que pour devenir trader, il fallait quand même avoir un certain capital. Parce que j'avais 100 euros, 200 euros. Et je pense pas que j'allais faire des grandes choses avec 100 ou 200 euros dans le trading. Et du coup, j'ai une question à te poser vis-à-vis de ça. C'est pour toi, à partir de combien ça deviendrait, je dirais, intéressant de commencer le trading? Je vais répondre à ta question, mais juste avant sur ce que tu as dit. Est-ce que tu sais, par exemple, qu'il n'y a pas de trader dans les films? Ça, on ne le sait pas. Il n'y a pas de Ok. trader. En fait, un trader, la définition du trader généralement, c'est un petit peu faire de la recherche d'alpha. C'est-à-dire, tu lui donnes de l'argent et il va essayer de faire il va essayer avec ça de le faire fructifier. Ok? Il Ok. va chercher de l'alpha. Sauf que ça ne fait pas un film. Si tu filmes quelqu'un à qui tu donnes de l'argent, etc., tu vas ennuyer absolument tout le monde, ça ne fait pas un film. Par contre, si tu prends pas un trader, mais un sales trader, c'est-à-dire un Ok. commercial qui arnaque les clients, eh ben ça fait une super histoire. Le Loup de Wall Street. Par exemple, donc le loup de Wall Street, il est tout sauf trader. C'est un sales. Il a des clients. C'est un commercial. Ouais. Il ne gère pas de l'argent comme un trader. Il gère un portefeuille de clients à qui il va proposer des produits. Tu vois, Ok. c'est un petit peu différent. Mais pour les films, en fait, sales trader, on a gommé le mot sales pour ne conserver que le mot trader. Donc, Ok. donc, dans tous les films, on parle de traders, sauf que ce sont des sales. Et généralement, les sales, ce qu'ils peuvent faire, c'est de l'amélioration de prix. Ok. Ça veut dire que ils reçoivent des ordres de leurs clients et ils vont passer les ordres sur le marché, mais un petit peu plus tard, un petit peu plus tôt, en fait, ils vont temporairement trader un petit peu l'argent avant de passer l'ordre. Voilà. Et donc chaque sales trader Hmm. pourra avoir une petite enveloppe accordée par la banque pour pouvoir faire du trading entre chaque. Voilà, entre Ok. chaque. C'est vrai qu'il y a une grosse différence. Bah, je la savais pas. Je la connaissais pas du tout. Donc voilà. Mais c'est vrai que bon, après c'est plus sensationnel de mettre des sales comme tu dis traders dans des films parce que c'est ça qui fait on va regarder les gens. Quand on pense au loup de Wall Street, il est au téléphone toute la journée. Bon après il arnaque des gens, c'est un gros scammer. Bon, Jean Fort, ça n'a rien à dire par rapport à ça. Mais ok, je connaissais pas la différence vis-à-vis de tout ça, donc c'est Et, assez et pertinent. les médias, c'est pareil, généralement. Donc là, il y a Bloomberg derrière, mais que ce soit Bloomberg ou les médias en général, on va davantage, on va davantage interviewer des asset managers que des traders. En fait, un trader, il n'a pas grand-chose à dire. C'est ça le problème. C'est que il va te dire, tiens, là j'ai fait un trade parce que le prix était pas mal et que mes indicateurs m'ont. Non, en fait, ça n'intéressera pas les médias non plus. Donc que ce Après, soit médias ou films, etc., il n'y a ouais. pas d'histoire de trader. Voilà. Il y avait Kerviel quand même. Jérôme Kerviel avec C'est un son film qui était sales. plutôt intéressant. Ah, c'était un sales également? Bah oui, c'est un sales trader. Si tu regardes le Ok. film, bon, d'ailleurs j'ai été conseillé sur le film, hein, donc on me voit dans le film une quinzaine de fois. Ah bon? T'étais dans le film Mais incroyable? comme je suis figurant, comme j'étais figurant, si tu veux, eh bien, ben, on me voit passer. Mais comme je ne fais pas partie de l'action principale, voilà. J'étais tout au bout de la salle de marché et je leur donnais des textes en fait. Tu vois, Ok. Bund 23, etc. Donc, ce qui est hurlé derrière dans la salle des marchés, bah, les Ouais. textes venaient de moi. Et puis, les figurants, autres me disaient, mais est-ce que ça veut dire quelque chose, ce que tu nous fais dire? Là, je lui dis, t'inquiète, tu dis ça, et Mais ça va incroyable. marcher. Voilà. Donc, Il s'appelait comment déjà le film? son premier nom, c'était l'esprit d'équipe.
Mais comme Ouais, l'esprit d'équipe, c'était aussi le slogan de Société Générale, eh bien, ouais, ils l'ont modifié et ils l'ont appelé... Ah, le nom m'échappe là d'un seul coup. ouais. Oh, le nom m'échappe. Je sais Euh, plus. Moi aussi, j'ai oublié comment il je me s'appelait. souviens de l'esprit d'équipe et voilà. Mais si ça t'amuse, on pourra en parler ou on peut en parler un tout petit peu tout de suite. Euh, Ok. Parce qu'il y a un truc très très intéressant à dire là-dessus. Eh ben, Dis-moi, alors attends, pendant que attends, je tu vais essayer de cherches, retrouver le nom. ok. C'est l'Outsider. C'est L'Outsider, c'est bon. exact. L'outsider. C'est Mais tu sais que exact. Et donc je vais ce film, re-regarder le film, hein. Je vais ouais, le re-regarder, je vais essayer de voir où tu es maintenant dans, dans le film. et on était, il y a plusieurs anecdotes. On était en plein été. Il faisait 40 dehors. Ils m'ont fait venir avec un blouson de cuir parce que c'était pas censé être l'été. Ouais, Il faisait 50 sur le voilà et je passe devant lui avec mon blouson de cuir. Voilà, ils ont demandé à des gens de venir avec des blousons de cuir et je suis le seul qui ait bravé la température extérieure et je suis venu voilà dessus. C'est sympa. J'étais derrière François-Xavier de Maison. ok, mais incroyable anecdote. Vraiment, je la connaissais pas du tout. Donc on a bien fait de faire ce podcast ensemble parce que, en plus, j'aime beaucoup ce film. Et je t'ai pas reconnu dans le film, désolé. Et donc, je me souviens plus du nom du service. Le service de Jérôme Kerviel s'appelait Zut, décidément. Ça s'appelle Delta One, je crois. Ok, Et Delta One, ça veut dire donc Delta 1, ça veut dire zéro risque, en gros. Donc, ok, autrement dit, ce sont des commerciaux qui reçoivent des ordres des clients et qui doivent les passer sur le marché ou travailler des pauses. Ok, ok, travailler une pause, ça veut dire je reçois un ordre du client avec un prix à peu près à respecter et ça veut dire je vais passer les achats au fur et à mesure pour essayer d'avoir la moyenne de prix la plus adéquate possible. Et ok. donc, il pouvait faire de l'amélioration de prix. Il pouvait, voilà, jusqu'à, je ne sais plus à l'époque, ça devait être 100 000 ou 200 000 euros, etc. Ok. Et voilà. Et donc, il y a eu des contreparties qui ont été un petit peu inventées pour que dans les comptes, eh ben, ce soit d'équerre. Sauf que, ben, il s'est passé ce qu'on sait et que, voilà. Il a, il a joué un petit peu l'argent qu'il n'avait pas. C'était quand Hmm. même un mois avant la découverte, c'était quand même le plus gros trader. Et lui, on peut dire que c'est du trading, hein, là, Ouais. il passait les ordres. Euh, il passait les ordres quoi, pour faire enfin, quand il a, voilà, un mois, il avait gagné dans les comptes, il y avait 1,5 milliard dans les comptes de la Société Punaise, Générale c'est un énorme. mois avant. Autrement dit, c'était le plus gros trader de tous les temps. Mais seulement ça a été fait un peu avec une martingale et on sait bien que la martingale dans le trading, ça ne fonctionne pas. J'ai une deuxième anecdote qui me vient tout de suite. Ok. Je m'en suis rendu compte sur le film. En fait, les artistes sont dans des émotions chaudes. Et quand on fait du trading et de l'investissement, tout ce que j'essaye de faire avec les élèves, c'est de les transformer en émotions froides. Okay. Émotion chaude, ça veut dire que tout le monde se prend dans les bras les matins, le soir, etc. Ça Hmm. n'arrête pas de s'embrasser en permanence. Je leur dis, mais tu l'as vu hier. Enfin bon, ça va, tout va bien se passer. Donc ça, c'est de l'émotion chaude. Tu vois, à un moment donné, celui qui joue Kerviel, il n'était pas bien pour X raisons. Il est allé jouer un peu de guitare ou entre deux scènes dans les Ouais. escaliers. Il avait besoin de se reconcentrer, etc. Donc ça, c'est de l'émotion chaude. Quand on fait du trading ou de l'investissement, il faut des émotions froides. On fait des Ouais. scénarios, ça gagne, ça perd, mais c'est pas ça gagne, youpi, et puis j'ai les bras en l'air, et puis ça perd, et je vais tomber en dépression. Ça ne fonctionne pas comme ça. On fait des scénarios, il se passe bien ou il se passe mal. Quand il se passe mal, on étudie pourquoi ça se passe mal, on change les règles, les déclencheurs, etc. Ouais. Et puis on investit de nouveau. C'est comme ça que l'on fait. Mais on a tendance, en fait, ceux qui font de l'investissement ou du trading, à plutôt passer son temps à dire que c'est la faute des autres.
tu vois. 100 mais 100%. Et ce que tu dis, c'est ultra pertinent. Comme quoi, la psychologie, c'est tout sur les marchés financiers. Et c'est ce que j'essaye d'apprendre à toutes les personnes que j'accompagne. Parce que c'est vrai qu'en général, enfin, ce qui pénalise les gens, je dirais que c'est la psychologie. Parce que vous allez réagir à chaud, alors que quand vous prenez des décisions sur les marchés financiers, Mm. faut être à froid, faut pas mettre d'émotion. Également, moi, c'est ce que je fais. Je mets pas d'émotion dans les actions ou dans les cryptos que j'achète. C'est pas parce que j'aime bien une crypto que je vais la garder toute ma vie malgré que les signaux sont pas bons, quoi, et que la crypto va Mm. couler. Donc c'est vrai que la psychologie, on n'en parle pas assez. Et sincèrement, on parle beaucoup de analyse technique, analyse fondamentale, mais pas beaucoup de psychologie. Et c'est bien que tu en parles au sein Alors de ce podcast. pourquoi on n'en parle pas? Tout simplement parce que si je fais une formation de psychologie, j'aurai personne. Ouais, Si tu fais une formation en disant j'ai trouvé une technique extraordinaire, magique, et vous allez devenir riche, eh bien là, tu as tout le monde. ouais, En fait, dans l'ordre, ce que veulent généralement apprendre les particuliers ou ceux qui veulent faire de l'investissement ou du trading, c'est un, des techniques. Deux, avoir un peu derrière du money management. Trois, du risk management. Et enfin, en tout dernier, de la, comment, de la psychologie. Or, en fait, plus tu vas faire de l'investissement ou trader, plus ça va s'inverser. Et en fait, hmm, c'est à la fin où tu te rendras compte que le plus important, c'est la psychologie. bien Ensuite, sûr. le risk management. Ensuite, le money management. Et enfin, la technique. Elle est accessoire, la technique. Elle est accessoire. Voilà. Ok, bon, très pertinent en tout cas. Ok, mais Ouais. c'est vrai parce que ça fait pas vendre. Une formation sur la psychologie, sur les trading, ça fait pas Vas-y, vendre. vas-y, vas-y, sinon je m'arrête plus. Mais 100%. Mais du coup, moi j'avais la question que je t'avais posée un peu tout à l'heure, qui est bon. Moi, quand voilà, j'ai commencé à investir sur les marchés, j'avais commencé par notamment le trading. Euh, pour ceux qui regardent ce podcast et qui veulent se lancer, qui ne sont pas encore lancés, je pense parce que moi c'était la question qui me trottait dans l'esprit. À chaque fois j'allais sur YouTube et je mettais est-ce qu'on peut commencer avec le trading avec 100 euros ou 1000 euros et je tombais sur quelques vidéos par rapport à ça. Et je pense que ça c'est une question que beaucoup ont. Est-ce qu'avec un petit capital, fondamentalement, on peut commencer à trader? C'est une question aussi que j'ai relativement souvent et depuis que les prop firms existent, eh bien tout le monde et tous mes élèves sont un petit peu sur les prop firms et on le verra après. Hmm. Commencer avec 100 euros, c'est pas le problème. Le problème, c'est que avec 100 euros, on voudrait faire 2000 euros et ou Ouais. 3000 euros dès le premier mois. C'est ça le problème. Donc, comme dans la finance, on fonctionne avec une loi immuable qui est le Hmm. rendement risque, plus tu veux de rendement, cela veut dire que plus tu as pris de risque. Si tu as 100 balles et que tu veux 3000 balles à la fin du mois, ça veut dire que tu as pris un risque démesuré. Ça veut dire aussi qu'il y a donc une bonne partie de casino. J'ai mis 100 euros, je suis prêt à perdre ces 100 euros. Par contre, si ça se passe bien, eh ben, je veux 3000 euros. Le seul problème, c'est que mais il faut me les montrer, ceux qui arrivent sur la durée, avec 100 euros, à faire 3000 euros par mois. C'est- Voilà, j'ai des concurrents ou sur Ouais. Internet, euh, des partenaires ou etc. Je ne sais pas trop comment les appeler, mais qui vont faire un petit peu de marketing pour montrer des choses comme ça, alors que le couple rendement-risque n'est absolument pas respecté. Donc, avec 100 euros, tu arrives. Alors je dirais, tu mets 100 euros, tu vas faire des futurs, tu fais du trading, tu vas avoir une approche qui est plutôt sécuritaire, non risquée, etc. Tu as fait 200 euros dans le mois. C'est absolument ça, et ça c'est pas Hmm. ça va pas être trop difficile après une formation si tu fais pas n'importe quoi, hein. Ok. Voilà, mais de là à faire avec 100 euros faire 3000, c'est pas possible. C'est
C'est Ok. tout simplement que tu as pris trop de risques. Et donc, sur la durée, bah, ça ne marchera pas déjà en mathématiques sur le papier. Donc, si ça ne Ok. marche pas sur le papier en mathématiques, comment veux-tu le faire marcher en réalité? C'est pas possible. Voilà. Et, euh, et je dirais que c'est quoi le rendement moyen d'un trader par mois? Parce que j'avoue que moi, je sais pas trop. Enfin, moi, dans ma tête, la bourse, c'est 10%. Donc, si on arrive à faire mieux que 10%, c'est très bien. Mais si déjà on fait 10%, c'est déjà excellent. Et au niveau du trading, c'est quoi la moyenne par mois ou par année? Un trader moyen, un bon trader, il peut faire combien? Il y a, en fait, quand on fait de l'asset management, donc comme toi ou les conseils que tu peux donner, Ouais, euh, on ne peut pas aller plus vite que l'économie, et l'économie, on sait qu'elle avance, comme tu l'as dit, à 8-10%. Ok. ouais. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir calculer en pourcentage de ton capital ta performance annuelle. Mais ça ne fonctionne pas comme ça dans le trading. Donc Ok. déjà, dans le trading, dire j'ai un capital et j'ai fait 200% ou 300%, oui, et alors? Enfin, c'est pas exceptionnel, si tu veux. Ok. Ça dépend juste du capital de départ que tu prends, tu vois. Et plus tu as de capital au départ, tu fais la division et plus ta performance sera petite, tu vois. Et Hmm. plus tu fais, moins, comment dire, plus tu as un capital qui est petit, plus la performance elle est grande. Donc, avec le même trading. Donc, ça veut donc Ok. dire qu'on ne peut pas calculer en pourcentage. Et pourquoi on ne peut Ok. pas? Tout simplement parce que quand on fait de la gestion de portefeuille, de l'asset management, de la gestion d'actifs, en fait, on met un capital sur la durée. Ok. Tandis que Ok. quand on fait du trading, c'est toujours le même risque qu'on remet dans le marché. On le met dans le marché, on l'enlève. On le met dans le marché, on l'enlève. Mais c'est toujours le même. Ok. Donc, que tu puisses faire des culbutes, bah oui, c'est possible. Et c'est pas extraordinaire, ça dépend juste de ton capital de départ. La grosse question autour de tes petites questions, c'est Ouais. combien il me faudrait pour gagner dans le trading. Soit tu vas prendre une prop firm, c'est zéro, il y a des avantages et des inconvénients. C'est quoi un prop firme? Ah, une prop firm, Ouais. c'est tout simplement, euh, bon, je vais te dire la genèse. Est-ce que tu connais les CFD? Certainement. Ouais. Ouais. Les CFD, c'est un produit dérivé qui permet à des particuliers de mettre beaucoup, beaucoup de levier. Hmm. Ok. Donc j'ai 100 balles, mais en fait, comme j'utilise des CFD, mon compte pourra être de 1000, par exemple. Donc Ok. là, j'ai un levier de 10. Ok. D'accord? Et bien ça, quand ça a été lancé, il y a déjà beaucoup, beaucoup d'années, il y a déjà au moins une trentaine, je ne sais même plus quand est-ce que ça a été, je crois dans les années 90. Euh, et, euh, et en fait, aux États-Unis, ça a été interdit. Pourquoi? Tout simplement parce que ça Ok. prenait, c'était tellement du casino, les leviers étaient tellement Ah grands bah oui. que ça prenait l'épargne des particuliers. Donc, Hmm. ils n'ont pas aimé aux États-Unis, ils les ont interdits. En Europe, ça Alors n'a que pas les été. États-Unis, alors que les États-Unis, c'est le pays qui accepte tout, Eh ben donc les CFD, ils l'ont pas accepté, hein. donc ils les ont supprimés. En Europe, on les a Ok. pas supprimés, mais ils ont été bien encadrés. Pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce qu'aux États-Unis, les CFD étant supprimés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les CFD dans une boîte, ils ont secoué très très fort et ils ont fait le même produit, mais qu'on va voir de manière un petit peu différente. En fait, une prop firm, c'est je n'ai pas de capital du tout, Ouais. je vais payer un abonnement par mois, Ok. ok, seulement l'abonnement, et ensuite, si ça gagne, eh bien, ils me donneront un pourcentage, quelquefois la totalité, quelquefois 80%, etc.
Ok, Mais on va retrouver les mêmes dérives un petit peu que dans les CFD. C'est pour ça que c'est un petit peu le même produit. Et les dérives, c'est les ordres ne sont pas passés sur le marché. Et donc, quand tu es sur simulateur et quand les ordres ne sont pas passés sur le marché, eh bien, si tu gagnes, il y a un problème. Il faut qu'ils sortent de leur poche de l'argent pour pouvoir te payer. Autrement dit, ok, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont inventé ce qu'on appelle des règles de cohérence, c'est-à-dire tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Et donc, eh bien, les dérives font que euh, ça ne coûte que 30 euros, 50 euros, 70 euros aux particuliers par ouais. mois à peu près. Mais d'un autre côté, il faut qu'ils soient bien scorés dès le départ, les élèves. S'ils sont du côté des traders perdants et puis qui commencent ensuite à gagner, eh bien la prop firm refusera de les payer. Et Ok, donc, en fait, on c'est. ne compte plus le nombre de scandales ou de réclamations qui sont à propos de ces propres firmes. Ok. Est-ce que ça, on en voit beaucoup? Enfin, j'en vois un peu passer dans mon fil sur Instagram, les propres firmes, les propres firmes, les propres firmes. Je savais pas concrètement ce que c'était en détail, mais j'ai l'impression que c'est euh, le particulier va payer 50 à 70 euros par mois. Il va y avoir beaucoup d'élèves, peut-être 4000 élèves, 3000 élèves. Il y aura peut-être 0,1% qui vont réussir et toute la masse vont pas réussir. Ben, le business model réfléchit. Si tu fonctionnes par abonnement, ok, Ouais, quel est leur intérêt? C'est de faire beaucoup d'abonnements. Ça bah paraît 100%. logique. Faire du MRR, Donc, ouais. si tu fais beaucoup, oui, mais si tout le monde gagne, bah, les abonnements ne peuvent pas rembourser. Comment ils font de l'argent? Les Ah, abonnements ne ça. peuvent pas rembourser. En fait, c'est un Donc, Ponzi. C'est-à-dire que c'est alors, tous ceux qui tu ont vas perdu loin. qui. Tu vas loin. Ouais, C'est pas un Ponzi parce que c'est légal. Tu signes un contrat, il y a des conditions générales de vente, etc. C'est juste un produit. Il faut ok, être conscient des règles. Tu connais les ok. règles. Et voilà. Sauf que c'est tellement attrayant. Je mets 30 balles et puis je peux devenir trader du jour au lendemain Ouais, que, eh bien, c'est extrêmement à la mode. ok. Voilà. Et Mais c'est légal. C'est totalement ok. légal. Donc, tu sais, j'avais une question par rapport à ça. Donc, pour toi, euh, il faut combien de temps? Parce que là, dans ce qu'on parle, c'est que bon, on peut faire du trading, etc., etc. Il y a du propre firme, etc., etc. Parce que beaucoup de gens, je pense, se disent que dans 6 mois ou dans 5 mois, je vais devenir un expert trader. Pour toi, pour devenir bon sur le trading, il faut combien de temps? Et une autre question qui va venir aussi après, c'est il faut combien de temps du coup pour devenir trader, etc. et être bon dans le domaine? Et est-ce que il faut avoir quand même perdu beaucoup d'argent pour être bon également? Eh ben là, je vais te raconter une anecdote. Et j'ai un élève qui m'a dit, je suis prêt à perdre 20 000 euros. Ok, C'est la rançon du succès, c'est pour pouvoir gagner après. Je lui ai dit, écoute, avec une mentalité comme ça, il vaudrait mieux que tu me donnes les 20 000 euros, d'accord? Parce que tu vas les perdre. ouais, Non, on n'est pas obligé de perdre de l'argent pour pouvoir en gagner. Mais enfin, c'est un mythe, c'est faux. Euh, Ça, et d'où il vient, c'est parce que quand les traders racontent leur histoire, ouais, généralement, c'est toujours une histoire, je suis sorti du caniveau, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais après, avec du travail, de la patience, hein, j'ai réussi à faire mon premier million, etc. Mais c'est sensationnel. oh, oh, C'est du storytelling. un petit peu. Mais écoute, en prenant pas trop de risques, en y allant doucement, etc., et régulièrement et dans le temps, Ouais, pourquoi tu serais obligé de perdre 20 000 pour pouvoir en gagner après? Si tu utilises toujours une technique tout aussi pourrie après les 20 ouais, 000, pourquoi ouais, ça gagnerait? à 100%. C'est juste que tu n'as pas été bien formé, que tu connais rien en risk management et que ta psychologie, si tu veux, elle te pousse à toujours mettre des sous dans la machine, des sous dans la machine, mais en fait, ça ne gagnera pas plus. Donc, non, on n'est pas obligé de perdre Ok, pour pouvoir gagner ensuite. Maintenant, sur le temps. Ben, alors là, c'est la question à 10 euros, ça, parce que ça dépend vraiment de chacun. hmm, Est-ce que moi, généralement, je peux voir le jalon d'après.
Ok. Ok. C'est-à-dire que si quelqu'un vient me voir, je vais savoir s'il va vouloir faire une formation ou pas. S'il vient en formation, je vais savoir le jalon d'après s'il comprend ce que je lui dis. S'il a compris ce que je lui ai dit, je vais pouvoir voir le jalon d'après qui est est-ce qu'il va pouvoir l'appliquer, etc., etc. Donc je Ok. peux voir un jalon d'après, mais je ne peux pas voir quatre, je ne suis pas Madame Soleil, je ne peux pas voir quatre, cinq jalons. Ça dépend de Ouais. la personne. En moyenne, généralement, mais on va partir sur des poncifs, hein. Quelqu'un Hmm. qui a fait une formation, qui est sérieux, euh, euh, et qui est mesuré dans son risque, généralement, il commence déjà au bout de quelques mois, 3 mois, 4 mois, Ok. voilà, à faire quelque chose. Puisque, en fait, une formation de trading, comment ça se passe? C'est d'abord, bon, bah, déjà dans ma tête, je décide de mettre un petit peu d'argent dans une formation. Je me forme. Ensuite, je passe quelques mois sur le simulateur pour pouvoir fabriquer mon trading, des investissements, etc. Et puis ensuite, je me lance soit en propre firme, soit avec de l'argent réel. Et Ok. donc, et ça, il faut quelques mois, 4, Est-ce c'est que, 2 ans, pas plus. est-ce que pour toi, il est primordial de se former avec quelqu'un, donc un expert dans le domaine, pour commencer à trader? Ou est-ce qu'avec tout ce qu'on a maintenant sur Internet, sur YouTube, etc., on peut commencer tout seul? Moi, j'ai déjà ma réponse parce qu'on est dans le même domaine. Après, bon, toi, c'est le trading, moi, c'est la gestion de patrimoine. Mais je pense que tu as la réponse aussi. Ben, On on a la doit réponse. avoir très certainement euh, la même réponse. C'est-à-dire Ouais. que euh, quand tu regardes des vidéos sur YouTube, quand tu lis un livre, quand tu ne fais qu'une formation sur étagère, Mm. donc c'est-à-dire que la formation, elle n'est que sur une série de vidéos. Ouais. Le problème, c'est que tu n'as pas d'interaction. Donc, tu ne sais pas si ce que tu as vu, lu, etc., tu vas pouvoir l'appliquer. Tu n'as pas de conseils. Tu ne peux pas poser tes questions. Ok. Donc, ce manque d'interactivité fait que, même si je suis le premier à reconnaître, hein, tout sur YouTube, il y a tout sur YouTube et c'est très bien, mais Ouais. tu ne vas pas pouvoir le faire seul. C'est pas possible. Tu, bah, parce que est-ce que toi-même tu sauras dire je suis dans le faux, je me remets en question, je vais Bien sûr, refaire ouais. telle chose, etc. Non, non, Ouais. ça fonctionne pas comme ça. Il te faut la voix de l'extérieur, il te faut quelqu'un pour te dire mais tu vois bien que ce que tu fais, ça marchera pas. Donc rajoute encore des années d'expérience, mais ça marchera toujours Mm. pas parce que tu t'es pas adapté au contexte, tu utilises une technique au mauvais moment, ton emploi du temps ne correspond pas du tout au trading que tu veux faire, etc., Ouais. etc. Plein de questions euh, qui, euh, bah, qui ne sont pas où on ne peut pas répondre sur YouTube ou dans les livres. Mm. Par C'est contre, ça est-ce que. que ça veut dire Ouais. je ne regarde jamais YouTube et puis je ne lis jamais de livres? Ah ben non, bien au contraire. Mais les livres ou YouTube, c'est fait pour ceux qui s'y connaissent déjà. T'as Parce des bons livres que, à recommander ou pas? comment? T'as des bons livres à recommander ou pas? C'est quoi ton top 5? Top 5 des Voilà, meilleurs livres ça, sur le trading. bah, sur le trading, ce sera des bouquins de psychologie. Sauf que si tu n'as aucune technique, aucun risk management, les bouquins de psychologie ils vont te servir à rien. J'adore le market profile et les deux bouquins de Dalton. Il n'y en a qu'un seul, le premier qui a été Ok. sur le market profile qui a été traduit. Euh, ben, ça peut être intéressant, mais lui, c'est pas un écrivain, si tu veux. Donc, le bouquin est très technique, Ok. et c'est un excellent bouquin, mais en fait, il faut déjà maîtriser le market profile pour pouvoir l'avoir. Ok. En bouquin de psychologie, Mark Douglas, c'est un incontournable. Il a tout compris. Quand tu le vois sur Internet, il ressemble pas à Ok. grand-chose, mais il est absolument génial. Oui, mais seulement on commence pas dans le trading par lire les bouquins de Mark Douglas Ok. parce que ça va pas fonctionner. Euh, Ce que cherchent généralement les particuliers dans les bouquins, c'est des techniques.
Mais les techniques les bouquins de techniques qui sont dans les livres, euh, eh bien, ils ne s'attachent pas au contexte, ou plutôt ils ont choisi un contexte particulier, ils ont choisi une technique particulière que la personne ne saura pas mettre en œuvre. Donc, Ok. ça risque d'être compliqué. Moi, si on me dit, oui, j'ai regardé Internet, j'ai lu des bouquins, bah ouais, ouais, ok, puis si tu y arrives, ben, très bien pour toi. Combien de temps ça dure? Eh ben, continue comme ça, si ça fonctionne. Je suis pas, Hmm. voilà. Donc, je viens de t'en citer déjà, donc celui de Dalton sur le market profile, Mark Douglas. Ok. Voilà, si tu m'en donnes, toi, j'en ai lu énormément, hein. J'ai une bibliothèque qui va craquer sous les bouquins. Et donc, si toi, tu me donnes des livres, je vais pouvoir te dire, j'ai lu, c'est bon, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Bah moi, j'avais surtout beaucoup lu de livres dans mon domaine, que ce soit dans la gestion de patrimoine ou dans la bourse en général. Bon, on peut parler de l'investisseur intelligent de Benjamin Graham, qui est pour moi un des meilleurs livres dans tout ce qui est investissement C'est très en bien. bourse. Mm. Et donc voilà, c'est surtout des livres comme ça que j'ai lus. J'ai pas lu beaucoup de livres dans le trading. C'est bien, Peut-être. c'est bien y- écrit, Ouais, mais ce bouquin-là, c'est comme ceux de Mark Douglas. Si tu veux, si tu le lis au début, ça va rien t'apporter. Tant- 100% d'accord avec toi. Parce que Tandis j'avais que, commencé à le lire à tandis que, 18 ans, j'ai rien compris. bah voilà, tandis que si après 6 mois, un an, tu lis son Ouais, bouquin, ça va t'éclairer. Tu vas dire, mais oui, bien sûr, il a raison. Il ouais. faut que je fasse ça comme ça puisque ça n'a pas fonctionné avant, etc. Non Donc, mais il faut déjà être un petit peu totalement initié. d'accord. Et il y en a C'est beaucoup comme ça. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que t'as raison par rapport à ça et ça remet en fait en cause un biais qui est quand on est débutant, il faut lire des livres, faut lire des livres, faut lire des livres. Moi, je trouve que c'est très bien les livres, mais c'est très pertinent ce que tu disais parce que l'investisseur intelligent de Benjamin Graham, déjà, je l'avais acheté en anglais quand j'avais 17-18 ans. Je l'ai lu, j'ai rien compris. Je l'ai relu quelques années après quand j'avais beaucoup plus d'expérience et là, c'était beaucoup plus clair pour moi. Donc, Mm. je pense que quand on débute, que ce soit dans la bourse, dans le trading, etc. euh, Ça, il y a un truc qui est sûr à 100%, c'est qu'il faut se faire accompagner. Si vous avez du budget, faites-vous accompagner par un expert notamment. N'allez pas donner votre argent à n'importe qui sur Internet. Donc regardez notamment son expérience, comme par exemple Johan qui a travaillé des dizaines d'années en banque. Son académie existe depuis très longtemps maintenant. Donc allez vers des experts qui s'y connaissent. Et là où vous êtes sûr d'avoir du résultat. Après, le résultat dépend également de votre implication, bien évidemment. Si vous êtes déterminé à vouloir, entre guillemets, vivre du trading ou générer un revenu passif. Mais en tout cas, voilà, moi je pars du principe qu'il faut se former. Faut pas avoir peur d'investir son argent. Enfin, investir son argent, c'est la base. En fait, en France, j'ai l'impression qu'on a un problème sur le fait d'investir sur soi. Aux États-Unis, tout le monde investit sur soi. Enfin, ils achètent tous des formations, que ce soit dans le business, que ce soit dans la bourse, dans le trading. Mais en France, on a un gros problème avec ça. Et c'est intéressant d'en parler parce ça va nous mener sur quelque chose qui est que l'information ou la vente de formation, d'accompagnement, c'est vu en France comme du scam. Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de dérivés d'arnaques. Et ça me permet de te poser la question de qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on voit sur Internet maintenant concernant le trading. Parce que quand on entend trading, on pense à arnaque. La personne lambda, on entend trading, arnaque, 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 scam, Dubaï, etc. Donc, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Il faudrait déconstruire un tout petit peu un mythe. Hmm. Et le mythe est, fais-toi former uniquement chez des gens qui vont te montrer de très gros résultats. Ça, c'est un peu un mythe. Donc, et tous ceux qui font de la vente de formation, ils l'ont bien compris. Et qu'est-ce qu'ils ont généralement? Eh bien, ils vont te mettre quelqu'un qui va te montrer un succès mirobolant, Ouais, qui va être absolument gigantesque, qui va crever le plafond. Ouais, ouais. le seul problème, c'est que est-ce que ils ont déjà fait de la pédagogie? Est-ce que ils ont déjà formé? Est-ce que c'est parce que eux gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils ont beaucoup d'expérience que toi tu vas être capable de faire la même chose? Hmm. Et également une autre question, est-ce que un trader qui gagne beaucoup d'argent pourra est un bon pédagogue, enfin, et va faire une bonne formation? Ouais, Ça, 100%, tu as ça, totalement raison. ça, c'est un petit peu, c'est compliqué à répondre. Écoute, je vais te dire que euh,
dans les années précédentes, j'avais fait faire des formations à des gens à des traders qui ont Ouais. gagné certainement beaucoup, beaucoup plus d'argent que moi et que je n'en ferai certainement jamais. Euh, et je leur avais donné à faire des formations, des bouts, etc. Et je n'étais pas complètement satisfait. Tu vois, pourquoi? Eh bien, parce que ce sont des traders ou asset managers de renom. Cependant, d'un point de vue pédagogique, si tu veux, c'était pas le top. Il y en a Mm. qui, j'ai formé en Suisse longtemps. Il y en a qui pensent que, euh, en fait, des formateurs qui arrivent un petit peu avec leurs cours et qui disent, enfin, qui font leurs cours, et puis ensuite, eh ben, ils reprennent leurs feuilles et ils repartent. Euh, eh bien, là, que tu aies compris ou que tu n'aies pas compris, il a fait le cours, etc. Ça fait un petit peu universitaire, mais on ne peut pas faire un cours de manière universitaire. Il faut absolument s'adapter à la personne. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit avant, comme c'est très très psychologique, c'est pas Mm. parce que on va te donner la solution avec une technique, une très bonne technique, que tu vas savoir l'appliquer parce qu'elle n'est Bien pas sûr. adaptée à toi, à ton environnement, à ton emploi du temps. Tu n'as pas la même aversion au risque, tu n'as pas les mêmes objectifs, etc. Ouais. Combien d'élèves me disent, j'ai pris le trade là, ça n'a pas marché et j'ai perdu. Je lui dis, ah non, c'est pas ça. En fait, il a parfaitement fonctionné le trade. Sauf que Mm. toi, tu voulais 3 fois plus d'argent. Donc, Ouais. c'est toi qui as perdu. Mais le marché, il a bien réagi à la technique. Tu vois? Donc, Ouais, 100%. ça dépend de tout ça. Ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Mais c'est intéressant parce que du coup, ce que tu disais tout à l'heure qui est pertinent, c'est que un, un trader, enfin un trader qui a gagné des millions et des millions et des millions, sera pas forcément bon en pédagogie pour apprendre à quelqu'un. Ça fait l'illusion avec les coachs. Par exemple, un coach de foot, c'est rare d'avoir des coachs qui ont été aussi ultra forts ou pertinents lorsqu'ils étaient joueurs. On n'en a pas beaucoup, on en a quelques-uns, Didier Deschamps, Zidane, etc. Mais on n'en connaît pas beaucoup. Donc c'est pour ça que des fois, faut pas non plus aller vers la personne qui a été le meilleur trader du monde. Il faut regarder également son académie, sa pédagogie, etc., ce qu'elle enseigne. Donc c'est pour ça que c'est ultra important. Et par contre, on peut revenir. C'est pour ça que l'expérience c'est important également. Et du coup, quand on revient un peu sur les traders de Dubaï, etc., quand tu regardes un peu leur expérience, ils en ont pas beaucoup. Ils en ont pas beaucoup. Et tu vois un peu comment ça se matérialise ou pas leur business model. Bah, bah, évidemment, ils ont des gens derrière, ils sont coachés par des gens Ok. pour faire du marketing. Ok. Généralement, ils ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, etc. Et on les met en scène, comme on ferait du théâtre. Donc, Hmm. tu les mets en scène, tu essayes de trouver un hook, c'est-à-dire quelque chose qui va attirer l'attention. Donc, tu vas les mettre avec du champagne dans la main et ils vont renverser le champagne ou casser des montres ou montrer des belles voitures Ouais. ou montrer un avion avec un nom ou je sais pas quoi. Ouais. Enfin, j'ai vu des tonnes et des tonnes de trucs comme ça, mais ils sont mis en scène derrière par des gens qui, eux, ont le sens du business. Hmm. Voilà. Alors après, on va dire scam, oui, parce que la formation, eh ben, elle sera peut-être pas de qualité, elle ne s'adapte pas. On va leur donner quelques vidéos. Tout ce qu'on va leur donner n'est pas faux, mais généralement c'est inadapté. Et en plus, en Inadapté. général, c'est même pas une formation, hein. C'est, ils te mettent dans un canal Telegram, ils te disent investis dans ça, 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 mais au final, ils apprennent même pas. C'est-à-dire qu'on leur dit d'investir dans ça, 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 mais ils ont aucune psychologie derrière. Et du coup, bah, ils savent pas quand vendre, ou on leur dit de vendre, mais des fois, c'est même pas des bons signaux ou autres. Hmm. Et donc, et ils Alors, pensent devenir millionnaires comme ça. deux choses. Il y a d'un côté un petit attrait marketing et puis
Et puis il y aura quand même une formation derrière. Et toi, ce dont tu Ouais, fais référence là, c'est plutôt utiliser mes bots sur tel canal, ouais, etc. Les exactement. signaux, nanana. Donc là, ce sont des bots pareils qui ont été construits dans un contexte particulier et on s'attend à ce que ça fonctionne de la même manière tout le temps. Mais Mm. non, pourquoi est-ce que les grands asset managers, les grandes banques dépenseraient des millions et des millions de dollars pour faire des algorithmes pour gagner de l'argent si toi tu pouvais le faire très simplement avec un bot que tu as commandé en Indonésie ou au Moyen-Orient, etc. Ça paraît logique, sauf que les particuliers se disent, même s'il y a une chance sur 100, pourquoi ça m'arrive Ouais. pas à moi? Et en plus, c'est pas cher. Eh ben d'accord. Ouais, non, mais 100%. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire un gros disclaimer par rapport à ça. Faites ultra attention à tout ce que vous voyez sur Internet, tout ce qui est formation trading ou canal Telegram, peu importe, qui vous promettent de devenir millionnaire en une semaine, un mois ou même un an. C'est pratiquement impossible. Enfin, c'est même impossible, sauf si vous avez un énorme capital, vous avez déjà 10 ou 100 millions, etc. Mais faites ultra attention à ça. C'est pour ça que j'essaie vraiment de faire un gros disclaimer au sein de cette vidéo. Et surtout, faites ultra attention à toutes les personnes qui vous promettent du rendement. Ça, en fait, on peut pas promettre de rendement. C'est pas possible. On peut pas prédire sur les marchés financiers. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, dans mon domaine, dans la gestion de patrimoine, de la bourse, jamais moi, je vais vous dire, vous allez faire 30% par an, etc., etc. Et j'en ai beaucoup, moi, de concurrents à moi qui disent, voilà, vous allez faire 25% par an, 30% par an, etc., etc. Déjà, si vous faites 10%, 9 à 10% par an, c'est déjà très bien en bourse, concrètement. Donc faites attention à ça, ne vous faites pas avoir sur les marchés financiers, formez-vous auprès de personnes qui ont fait, je ne sais pas, des études dans le domaine, qui ont travaillé dans le domaine, qui ont des diplômes, etc. Moi, par exemple, concernant mon académie et mon cabinet, voilà, j'ai travaillé en banque, j'ai 2 masters, je suis titulaire, enfin j'ai lauréat, ce qui me permet de donner du conseil en investissement. Pour Johan également, il a travaillé en banque, il a également 4 masters dans le domaine. Donc voilà, faites vraiment Mais attention à qui vous... généralement, ouais. Quand tu dis que j'ai 4 masters, c'est généralement les gens quelquefois se sentent un petit peu honteux. Je n'ai pas les mêmes. Et là, je leur dis que pour faire de l'investissement ou du trading, on Ouais, n'a pas, ça ne dépend pas d'un cursus académique, ça ne dépend pas de l'âge et du capital. 100%. Il faut trouver quelque chose qui soit adapté à soi. Ok. Ouais. Donc moi, les 4 masters, ils m'aident surtout à répondre aux questions. Comme j'ai vu à peu près toutes les problématiques, ben, j'ai réponse un peu à toutes les Mm. questions. Et c'est Donc, surtout ça et qui t'a permis de travailler en banque. Sans ces non, masters qui t'ont permis d'intégrer les grandes banques, que ce soit Berkeley, etc. Donc c'était quand même une porte d'entrée. oui, Barclays, mais euh, en fait, on ne t'apprend aucune technique dans un master. On t'apprend la régulation, on Ouais. t'apprend l'environnement, le fonctionnement des marchés financiers, etc. Mais tu ne, en gestion de portefeuille, on va t'apprendre des stratégies, mais des stratégies qui sont globales. C'est-à-dire, on va t'apprendre comment fonctionne l'efficience des marchés, on va Mm. t'apprendre ce que c'est qu'une stratégie top-down, sectorielle, dividende, etc. Mais ça reste dans le cadre de la description. Mm. On te dira jamais, total, là, bon, bah, il faut y aller, pas y aller, etc. Tu Ouais, vois? bien sûr, bah, c'est de la théorie. Les masters, on apprend vraiment beaucoup de théorie, mais c'est la porte d'entrée qui te permet de travailler en banque. Parce que si j'avais pas fait mes masters en finance et en gestion de patrimoine, j'aurais jamais pu travailler chez BNP Paribas en banque privée. Ça, c'est clair à 100%. Donc, c'est une porte d'entrée qui nous apprend la théorie et la pratique. On l'apprend pendant des C'est cursus, quoi, ça. alternants, Je etc. suis Et d'accord. d'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Ouais. Euh, Quel est le cursus concrètement scolaire pour quelqu'un qui, je sais pas, qui a 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui regarde notre vidéo et qui a envie de devenir trader? Quel est le cursus pour lui? Qu'est-ce que tu le conseillerais par rapport à ça, en termes d'école, en France notamment? Le côté financier a disparu au profit du côté un petit peu informatique. Ah ok, c'est pour ça qu'il Tu y a vois? beaucoup d'écoles d'ingénieurs du coup. Euh, le- le- euh, oui,
Sauf que dans les banques, dans les salles des marchés, on va quand même prendre des profils type école de commerce, HEC, SEC, EDEC, Ok. etc. Le top 5, les EM Lyon, Ok. voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que ils veulent des gens avec des têtes bien faites, euh, qui ont fait des prépas, etc. Euh, pour pouvoir ensuite réagir face au stress si on donne beaucoup de travail, etc. Euh, mais, euh, mais par contre, si tu as fait une école de finance, tu Ok. ne seras pas forcément mis en avant, du moins dans la salle des marchés. Ok. Ok. Euh, dans la banque d'investissement, davantage. Oui, mais là, on est sorti du cadre et on n'est plus trader. Donc le trader à l'ancienne, il a un petit peu disparu. Et ça va encore s'accélérer, hein. C'est-à-dire que le data scientist est en train, plus ou moins lui aussi, de disparaître ou d'être diminué par celui qui va gérer l'IA. Ah d'ailleurs, ça, ça peut être une bonne question. T'en penses quoi de l'IA par rapport à tout ça? Est-ce que ça va avancer dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Ne parlons que de l'IA dans la finance. Ok. Je Ouais. pense que, faisons un truc de gourou, je pense que dans 2 ans, tout le monde investira ou fera du trading euh, avec un assistant qui va Ok. aider, qui va mesurer les performances, qui va faire des tas de trucs, parce que bientôt tu auras sur tous les logiciels la possibilité d'intégrer l'IA. Ok. Ça commence là, ça a commencé. Ok. Euh, et ça n'empêchera pas qu'il faudra quand même un humain. L'humain ne pourra pas disparaître. Pourquoi? Parce que euh, je pratique l'IA tous les jours, hein, donc je connais les limites Hmm. aussi. Et, euh, et si tu veux, un humain, il aura quand même besoin d'un autre humain qui réfléchit de la même manière que lui, Ok. plutôt qu'une suite d'instructions, etc. Donc je pense que tout le monde aura un assistant quand même pour pouvoir aider. Mais euh, ça ne remplacera pas le conseil comme on a l'habitude de l'entendre, si tu veux. Tu vois, ça veut dire, moi, j'ai plus besoin de conseiller, j'ai l'IA qui me conseille. Ouais, mais l'IA, elle réagit en fonction de modèles qu'on lui Ok. a donnés, etc. Et donc, voilà. En plus, dans les IA, ils ont mis des limitations. Par exemple, moi, j'ai fait Ok. plein de choses financières avec Claude, et même Gemini. Et ce qui est rigolo, Ouais. c'est que Gemini m'a donné la réponse et d'un seul coup, paf, elle s'efface. Non, Ok. je ne peux pas t'aider avec cette question. Ok. Donc il y a des blocages vis-à-vis de tout ça. Et donc, il y a des blocages. Et pareil, pour Claude, j'ai fait ça. Et il ne voulait pas me donner la réponse. Et Ouais. Est-ce donc, que ça peut être vu comme j'ai un. creusé en disant, mais pourquoi tu Ouais. ne veux pas me donner la réponse? Et Ouais. il m'a Conseil en dit, investissement. c'est un blocage directement d'Anthropique qui ne Ouais. veut pas que je te branche dessus, là, et que je te réponde à tes questions. Donc, en Bien fait, sûr. il Ouais. faut tourner un petit peu, tu vois, ça va Ouais. devenir un métier, il faut tourner le truc un petit peu différemment. Je suis arrivé à mes fins parce que j'ai quand même abracadabra, j'ai fait un petit truc, mais voilà. Il n'empêche que on aura tous des assistants, mais on aura tous besoin des formations un petit peu telles qu'elles sont faites là. Si tu penses que l'IA va tout remplacer, bon, bah, à ce compte-là, enfin, tu n'existes plus, quoi. Donc, Non. Non. Mais elle va remplacer les 100%. médecins, les avocats, les Ouais. notaires, etc., les infirmières, Hmm. tout le monde, les taxis, etc. En fait, tu ne peux pas avancer plus vite que l'économie en général, ou plutôt que l'acceptation par le grand public. Ça veut dire que tant qu'ils n'acceptent pas, eh bien, ça ne passera pas. Ouais. Non. Mais T'as beau je suis. fantasmer à la télé sur l'IA, Ouais. etc., tant que voilà. Moi, je pense il y aura toujours besoin d'un accompagnement humain. Comme tu dis, c'est même sûr à 100%. Il faut toujours avoir le côté humain derrière. Et ça revient à une dérive que moi je vois souvent dans mon domaine, ou de beaucoup de personnes que j'accompagne ou que j'ai en appel
voilà, c'est qu'ils utilisent beaucoup de ChatGPT pour leur demander, voilà, j'ai 1000 euros à investir et dans quoi j'investis et ils demandent ça à ChatGPT. Et dans 95% du temps, c'est n'importe quoi. Parce que déjà, c'est pas personnalisé en fonction de leur situation, etc. etc. Donc faites ultra attention lorsque vous utilisez l'intelligence artificielle parce qu'elle ne va pas savoir réagir réellement comme un humain. Enfin, elle n'aura pas la même psychologie qu'un humain, etc. Et en plus, ça ne sera jamais personnalisé à 100%, etc., etc. Donc faites attention à ça. Et je pense que ça doit arriver aussi par le biais de tes étudiants qui doivent utiliser l'IA pour essayer de se dire, est-ce que là j'achète Non, ce que je vois le plus souvent en ce moment, c'est plutôt, c'était très difficile avant de coder des indicateurs, des choses, etc. Ouais, Et donc, ce que font de plus en plus les élèves, c'est qu'ils utilisent l'IA pour coder des choses. Et je leur ok, dis, trop bien. et, et, et ça, je suis tout à fait d'accord, Ouais. c'est bon, et je les aide aussi. Ok. En disant, tu vois, tu codes ça, mais en fait, c'est telle information qu'il faudrait plutôt avoir, etc. Mhm. Donc, je les aide. Je peux donner un autre exemple, mais qui n'a rien à voir avec le trading, par exemple. À mon avis, dans le tennis, prenons le cas des Nadal. À mon avis, la vidéo et puis les mesures de comment tu mets ta main, etc. Ça existe depuis bien bien longtemps. Mhm. Donc, est-ce que même Nadal, en ayant ces informations, il s'est passé d'un humain? Non. Au foot, c'est pareil. Tu as la vidéo qui est absolument partout. Tu vas pouvoir mettre de l'IA, etc., qui va te dire il tire bien, il tire pas bien, il est essoufflé, il n'est pas essoufflé, etc. Est-ce que Mhm. ça veut dire que tu n'auras plus d'entraîneur humain derrière? Ben, moi, je serais tenté de dire non. Tu as toujours besoin de conseils de quelqu'un qui réfléchit un petit peu comme toi et Ouais, pas comme un 100%. robot, comme une IA. Je ne suis pas en train de dire du mal des IA, hein, au contraire, hein. Mais il faut toujours, je pense qu'on aura toujours besoin de cet accompagnement de quelqu'un qui réfléchit comme toi et qui pose les bonnes Ouais, questions. Parce que l'IA, elle pose pas, elle va répondre à ta question de manière précise, mais en fait, elle verra pas plus loin. Elle ne va pas répondre à une question que tu n'as pas posée. Mhm. Or, un humain, ça répond aux questions que tu ne te poses pas. Pourquoi? Parce que je suis humain et que je sais comment tu vas réagir, je sais que tu m'as pas posé la question, etc. Et moi, ça va encore plus loin. Je sais que quand ils sont pas venus me voir à distance, c'est qu'ils ont fait n'importe quoi et qu'ils ont perdu. Tu vois? Donc, Ouais, tu vois, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que quand je ne suis pas contacté, je sais ce qui s'est passé. Donc, ok. c'est pour ça que, et ça, une IA, ben non, pas pour l'instant. Ok. Bah, du coup, c'est pertinent parce que je voulais qu'on fasse le lien par rapport à ça. C'est que, donc, toi, tu as une académie, donc Cameo Expert, où tu formes les personnes à investir, enfin, à devenir, entre guillemets, trader ou vivre en plus du trading. Et toi, c'est quoi le profil de tes étudiants? Enfin, le profil moyen, est-ce que c'est quelqu'un qui est salarié et qui veut des revenus en plus? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a tout lâché, qui veut devenir trader? Quel est le type de profil exact? Ça aussi, c'est une question à laquelle je dois répondre très très souvent. Euh, le plus jeune que j'ai formé avec une autorisation des parents, il avait 17 ans et le Ok. plus vieux, il avait 78 ans. Ok. Tu peux bien imaginer qu'ils n'ont pas ni le même profil, ni les mêmes enjeux, ni les mêmes objectifs. En fait, il n'y en a pas. Tu vois, si tu vas prendre la crème anti-rides, je sais pas quoi, de jour de L'Oréal, ils vont connaître typiquement leur cible Hmm. fétiche et ils vont axer et le marketing, la vente, etc. et tout Bien leur sûr. système commercial sur la cible. Tandis que trouve-moi quelqu'un en France qui n'a pas un PEA, une assurance vie, qui ne veut vraiment pas investir. Et puis, c'est encore plus vrai pour les jeunes maintenant. Dans le trading, tout le monde veut faire quoi? Du Bitcoin, etc. Parce qu'ils ont tous un copain qui, avec 50 balles ou 100 balles, a fait 200 balles, 300 balles, etc. Et quand on a 17 ans ou 18 ans, eh bien, c'est plutôt intéressant. C'est de l'argent, voilà,
entre guillemets, facile. Ils seront pas résilients et donc sur la durée, ça risque de coincer un petit peu. Mais au départ, ils sont intéressés. Tu vois? Ok. Donc, en fait, pour faire de l'investissement, donc là, donc ça veut dire moyen terme, long terme, il faut déjà avoir un certain capital. Et puis, ce seront des gens qui n'ont pas vraiment le temps. Donc il faut qu'ils revoient leur portefeuille une fois la semaine, une fois toutes les 2 semaines. Plus tu descends dans la durée, c'est-à-dire que je veux faire sur une semaine ou à la journée ou du scalping, eh bien plus ils seront, on va dire, jeunes. Pourquoi? Parce Ok. que ils sont pas encore assez avancés dans la vie. Ils rêvent d'argent et on se dit tiens pourquoi ce serait pas de l'argent facile avec quelques vidéos ou livres. En fait, quand ils viennent me voir, ben, je dois déjà, alors je fais très attention, hein, mais il faut que je déconstruise un tout petit peu ça. En Hmm. disant, je vais pas leur dire tout de suite, non, tu ne deviendras pas riche avec le trading. Parce que sinon il va claquer la porte direct. Donc, mais au fur et à mesure, j'essaye de déconstruire un petit peu en mettant des objectifs qui sont réalistes en fonction d'un capital, en fonction d'un emploi du temps. Voilà. Je pourrais même te donner, bon, je ne vais pas rentrer encore dans un exemple, mais il y a quelques jours, j'ai eu un exemple où j'ai dû un petit peu réexpliquer les choses pour mettre l'élève en face de la réalité ou des objectifs ou de ce qu'il pourrait faire de manière Hmm. sûre. Et lui voulait faire un truc qui n'existe pas. Ça Ok. n'existe pas. Voilà. Mais c'est Pardon, je t'ai coupé. non, 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 mais c'est ultra pertinent ce que tu dis. Et c'est vrai, parce que moi aussi, c'est pareil. Les personnes jeunes qui viennent me voir pour rejoindre l'académie, qui veulent être accompagnées, en général, elles veulent plus de rendement, elles ont plus d'attentes. Tandis qu'une personne plus âgée, je dirais de 30, 40, 50 ans, elle ne cherche pas plus de rendement, elle cherche simplement de sécuriser un peu son avenir, penser à la retraite, etc., sans penser Mm. à faire du 50% par an. Par exemple, ce qui est intéressant avec ça, c'est que en général, les personnes jeunes, tu leur parles de 10% par an, c'est pas assez pour eux. Ils veulent plus, ils veulent du 15-20%. Tandis que les personnes plus âgées, de 40 ans ou 50 ans, que tu leur parles de 10% par an, et j'ai eu le cas, enfin j'ai accompagné beaucoup de personnes de ce type d'âge, tu leur parles de 10% par an, pour eux, c'est comme si je leur parlais de 200% par an. Sincèrement, parce qu'ils ont toujours été habitués au livret A à 1,5% par an, ou même leur assurance vie de leur banque qui leur ramène 2% ou 3% par an. Et là, tu leur dis 10%, ils te disent c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, on essaye de relativiser et de leur expliquer que voilà, le S&P 500, ça fait 10% depuis 30 ans. Après, ça peut faire plus, ça peut faire moins, mais déjà avoir 10%, c'est déjà très bien. Mais donc, on se rejoint totalement dans ce que tu dis. Et comment ça se passe, toi, concrètement, s'il y a quelqu'un qui veut te rejoindre, il t'envoie un message, il prend un appel avec toi, ça s'organise comment? J'essaye de faire un petit peu comme tous les autres, comme tout le monde. Alors, un effet de, l'avantage, mon expérience a un petit peu un défaut. Le défaut, c'est que je suis moins que les autres sur les réseaux sociaux. Mais je m'y mets. Je m'y mets. Donc, je suis sur Instagram et j'essaye de faire un peu d'Insta. J'essaye de mettre des choses sur LinkedIn, YouTube, etc. YouTube, je l'ai commencé qu'il y a un mois, etc. Il faut que je m'y mette un petit peu comme les autres. Ensuite, bah, j'ai un site internet, il y a un numéro de téléphone, on appelle, voilà. Je fais aussi des salons, donc j'ai fait dernièrement le salon du trading où Ouais. j'ai fait 6 animations, j'ai fait trois conférences, j'ai animé les duels de trading, Ok. etc. Et puis d'ailleurs, je vais en faire des vidéos YouTube, voilà. Donc oui, on me contacte généralement euh, assez facilement, oui. Ok. De Bah, cette de toute manière. façon, quoi qu'il arrive, je mettrai tous les liens de Johan dans la description de la vidéo. Donc franchement,
allez-y, regardez, prenez un appel avec Johan, vous verrez ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'ultra sérieux. Enfin, comme vous avez vu dans le podcast, j'ai pas besoin d'en dire plus par rapport à ça. Et d'ailleurs, on n'a aucun partenariat ensemble, hein. Je l'ai pas invité parce qu'on voulait Ah qu'on non, parle de son académie. C'est parce que c'est quelqu'un d'entier, Mm. de vrai, et qui a une vraie expérience dans le domaine. Et c'est pas un pseudo-trader des réseaux Mm. sociaux. Et d'ailleurs, il est même pas trop sur les réseaux sociaux. Donc bon. Pas assez, j'aimerais bien un tout petit peu plus sans lasser, sans Bien inonder. sûr. Voilà. Mais j'aimerais y être un petit peu plus. Euh, oui, effectivement, c'est un petit peu difficile de faire des vraies formations. Il faut avoir une vraie pédagogie et je ne sais pas si tout le monde l'a. Après, le soleil brille pour tout le monde, ok? Donc, Ouais. c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Mais en fait, il faut se former. Ouais, Euh, 100%. J'avais un autre sujet sur lequel je voulais qu'on échange un peu. C'est ouais. vraiment, là, on a parlé beaucoup de la théorie. On a parlé de la théorie, etc., etc. Maintenant, concernant, je dirais, la pratique, quels sont les... Bon, on peut pas donner de conseils en investissement, bien évidemment, dans ce podcast, dans cette vidéo. Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui débute pour l'aider? Quels sont les points les plus importants sur lesquels il doit travailler? La psychologie, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, ou c'est tout autre chose? Il faut aller dans l'ordre qu'ils pensent eux-mêmes comme étant le bon ordre. C'est-à-dire que si un débutant vient en me disant bon ben on va travailler la psychologie, je vais lui dire mais non, t'en as pas besoin, tu sais même pas ce que c'est que la psychologie dans le trading, t'as juste regardé 2 vidéos sur internet, tu sais pas. Ouais. Tu sais pas. Donc, en fait, on va commencer dans le bon ordre, c'est-à-dire, je vais te montrer des techniques, puisque ça, les techniques, ils adorent. Donc, je vais te montrer des techniques, tu vas faire, tu vas les mettre en œuvre, et ensuite, on en parle. Je vais leur Ok. parler un petit peu du marché, évidemment, en général. Pourquoi tel trade serait meilleur? Quand je dis en général, ça veut dire le contexte. Ok. Ok. Donc, on s'imagine quelquefois que quand on fait du trading, on s'en fout du contexte géopolitique, etc. Mais non, pas du tout. Euh, Ok. on fait autant de macro, quand on fait du trading que quand on fait de la gestion de portefeuille sur plusieurs mois. Ouais, Euh, puisque, 100%. puisque les implications, elles peuvent être sur 6 mois, mais elles peuvent être aussi à la journée. Regarde en ce Mm. moment avec Donald Trump. Il se Ouais, passe non, des mais trucs. Lui, on ne sait pas quand est-ce qu'il dort, parce que même la nuit, il envoie des trucs. Voilà, donc voilà. Et il y a encore eu quelque chose cette nuit, etc. Enfin bon, il y en a absolument tout le temps. Donc il faut s'intéresser un petit peu à cet environnement macroéconomique parce que ça apporte de la liquidité dans les marchés ou ça enlève de la liquidité. mm. Et ben, il faut le savoir pour pouvoir s'adapter. Donc, Ok, donc vraiment la macro, euh, qui est important à avoir au début, ce qui est ultra pertinent. Même moi, mes élèves, je leur dis de se concentrer sur la macro, sur l'analyse fondamentale, l'analyse technique, etc. Donc c'est plein de facteurs à avoir en plus, mais c'est vrai que l'analyse macro, en plus, j'ai envie de te dire, si demain Trump arrive et dire, bah là je déclare la guerre à je sais pas quel pays, peu importe les supports, les résistances de n'importe quelle action, tout va chuter. Parce que voilà, ça réagit. voilà, exactement, exactement. C'est-à-dire que la macro, c'est essentiel dès que tu mets de l'argent dans les marchés, que ce soit pour quelques secondes Ouais. ou pour 6 mois. Alors, ça fonctionne pas de la même manière. Il y a pas, oui, je suis d'accord, mais disons que le market timing va être très important, va être très Ok. important. Et ensuite, quand on parle de trading, on pense beaucoup à l'analyse technique. Parce que moi, voilà, quand j'ai commencé, c'était vraiment avec l'analyse technique, etc. Et on entend tout et n'importe quoi là-dessus. Est-ce que, avant de revenir un peu sur ça, est-ce que tu pourrais décrire ce que c'est l'analyse technique pour ceux qui ne connaissent pas notamment ce mot? Donc, l'analyse technique, on utilise le mot dans sa définition la plus large, et donc ça va vouloir dire tu regardes euh, un écran en 2 dimensions, et généralement des bougies japonaises, tout le monde regarde des bougies Ok. japonaises, et tu vas essayer eh ben, de faire des opérations à l'achat ou à la vente, et ensuite le terme. Donc ça veut dire ça en fait dans sa définition. Euh,
Et comme tu ne comprendras pas facilement, eh bien, tu vas utiliser ce qu'on appelle des indicateurs. Et les indicateurs, c'est quoi? Eh bien, généralement, la plupart de ceux qu'utilisent les particuliers qui connaissent pas trop, voilà, ça va être RSI, C'est ce MACD, que j'allais dire. double moyenne mobile, etc., etc. Alors, j'utilise pas tout ça. Parce qu'en intraday, il y a un effet retard qui est Ouais, difficile, mais on a le même effet retard si tu fais de la gestion sur 6 mois, sauf ouais. qu'il sera un petit peu absorbé par l'objectif que tu peux faire. Mais euh, pourquoi est-ce que en fait, je commence mes formations généralement comme ça, c'est-à-dire ce qu'on regarde à l'écran, ben, je vais vous expliquer déjà comment ça marche. Hmm. Et du price action, c'est quoi? C'est je vais regarder un graphique en bougie japonaise et je vais déjà tirer beaucoup de conclusions. Et vous allez voir que vous n'avez pas besoin d'avoir des résumés, puisque les indicateurs sont à base de moyenne, la Ouais, plupart. bien sûr. Vous n'avez pas besoin de ces résumés pour pouvoir prendre une décision. Après, je n'impose rien, et si quelqu'un vient me voir avec sa double moyenne mobile et son RSI, je ne vais pas lui dire ah, t'es nul, oh là 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 là. Mais non, je vais te montrer des choses, et toi-même, tu vas te rendre compte par rapport à à ce que tu veux, ton objectif, etc., c'est inadapté. Tu vois? Donc Ok. l'analyse technique, c'est je vais regarder un graphique, et généralement en bougie japonaise. Avant les bougies japonaises qui ont été popularisées par Steve Nissen, il y avait un graphique américain qu'on appelle en bar chart. Ok. Ok. Et c'était un petit peu moins lisible, voilà. Mais c'est la faculté, en fait, l'analyse technique, de pouvoir lire un graphique avec des moyennes, des indicateurs et des graphiques. Il n'en existe pas qu'un seul. C'est parce que tout le monde quasiment utilise euh, des bougies japonaises, mais il en existe des dizaines hein, de Ok. différents. Ok, donc Ok. il y a vraiment beaucoup de choses. Et même au niveau des indicateurs, moi ce qui est intéressant, c'est que je fais un peu d'analyse technique, et bon, vraiment pas pour du court terme, mais sur du long terme. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est pertinent d'utiliser des indicateurs comme par exemple le RSI ou quelques supports ou résistances quand c'est vraiment sur du très long terme. Parce que c'est vrai que sur 5, 10 minutes ou 1 heure ou un jour, ça peut être assez compliqué et c'est pas très valable. Tandis que lorsqu'on va regarder sur un horizon de temps de 3 mois, 6 mois ou peut-être un an, je trouve ça un peu plus pertinent, même si l'analyse technique ne fait pas tout. C'est pas parce que vous avez une support en résistance ou une résistance que ça va fonctionner. Il faut regarder bien évidemment l'analyse fondamentale, le contexte macro, C'est exact. etc. Et du coup, c'est Ouais. assez pertinent parce qu'il y a un gros débat, je dirais, dans la sphère financière, investissement, qui est que ceux qui font de l'analyse fondamentale disent que l'analyse technique c'est de la merde, et ceux qui font de l'analyse technique disent oh, bah, c'est pas fameux l'analyse fondamentale. Qu'est-ce que tu penses de ce débat, analyse fondamentale, analyse technique? Parce que beaucoup de personnes qui prônent l'analyse fondamentale disent que ceux qui font de l'analyse technique, c'est des charlatans. Et qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que pour toi, c'est vrai? Ou est-ce qu'il y a un monde où les deux vont ensemble? Et c'est peut-être la réponse. Alors en fait, tu te situes à peu près à deux horizons. Et derrière ta question, il y a tous ceux qui sont très très long terme vont critiquer tous les autres, et tous ceux qui sont très très court terme vont critiquer tous les autres. Ceux qui sont très très court terme vont dire moi je prends le minimum de risque, et tous Ouais, ceux qui sont à très très long terme vont te dire je prends le minimum de risque. Tu vois? C'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas de la même manière. Je vais t'expliquer très simplement. En fait, quand tu es Warren Buffett, donc un investisseur très très long terme. Okay? Warren ouais. Buffett, Berkshire Hathaway, le financier le plus riche du monde, le gourou que tout le monde suit, Le etc. big boss. Si vous ne le connaissez pas, il faut absolument aller voir sur Internet. Et il n'a pas de bol, il vient de prendre sa retraite là, et il doit avoir 143 ans au moins. Il vient de prendre sa retraite là, et il vient d'être remplacé. Euh, Quand tu t'appelles
quand tu t'appelles Warren Buffett, est-ce que tu as vraiment besoin de regarder, donc tu es à l'extrême, ok, les graphiques et de faire de l'analyse technique? Ben non. Tu es là pour très très longtemps. Qu'est-ce que tu vas Ouais. faire? De l'analyse fondamentale. Ce qui t'intéresse, c'est combien la société, c'est valoriser une société, combien elle peut dégager de free cash flow, Ouais. quel est les BFR, nanana, etc. Bon, plein de ratios différents, mais qui concernent directement la société. D'un autre côté, à l'autre bout, tu as le scalper ou même micro-scalper. Lui, est-ce qu'il a vraiment besoin de connaître le chiffre d'affaires d'Apple pour pouvoir faire du scalping sur le Nasdaq? Mm. Non. En fait, tu vois, en fait, c'est plus tu es long terme, moins l'analyse technique sera utile, et plus l'analyse fondamentale sera utile. Et tu Ok. vois, c'est un truc qui est un peu comme ça. Touc. Ok. En fait, c'est dans les extrêmes. Par contre, du coup, quand on est entre Eh les ben, il deux faut vont ensemble. 50-50. Ouais. Ok. C'est ça. Trop bien. C'est-à-dire que si tu es dans les marchés pour, on va dire, donc un grand swing, un grand swinger de 3 à 6 mois par exemple, tu ne peux pas faire fi, tu ne peux pas enlever l'analyse fondamentale, c'est pas Mm. possible. Par contre, donc pour 3 mois, est-ce que tu vas pouvoir le faire sans regarder un graphique? Voilà, ça va être quand même compliqué, hein. Mm. Si 100%. tu ne regardes que les données trimestrielles, c'est-à-dire euh, comment? Je vais regarder uniquement s'ils ont fait plus de chiffre d'affaires, moins de chiffre d'affaires, et ben ça va être compliqué. Pourquoi? Tout simplement parce que une société peut exploser son résultat, le cours monte. Une société peut exploser son résultat, le cours descend. Ouais. Donc en fait, tu as besoin de savoir euh, ce que pense le marché. C'est-à-dire, ils ont fait plus de chiffre d'affaires, normalement ça devrait monter, ah ben ça monte pas. Pourquoi, etc. Donc tu vois, alors là, quand on me pose la question, je peux donner des réponses. Pourquoi? Tout simplement parce que une société ou un asset manager, ça fonctionne sur de l'anticipation de résultats futurs. Ils explosent déjà les compteurs, par exemple. Et donc, est-ce qu'ils vont pouvoir encore une nouvelle fois exploser les compteurs? Réponse oui pour Nvidia, réponse non pour Microsoft par exemple. Bon, ben, même Mm. si on annonce des bons résultats, il y en a une qui va exploser et l'autre qui va baisser. Bon, je t'ai pris deux Mm. exemples comme ça, mais tu vois, en fait, et comment tu vas le savoir ça? Eh bien, en regardant tout simplement l'appétit sur un graphique. Est-ce Ok. qu'ils en veulent ou pas? Tu vois? Ok. Et on revient Ouais. à ta question de tout à l'heure sur le RSI, mais je comprends pas. Ça n'arrête pas de descendre et pourtant le RSI il est à 20. Oui, mais Mm. ils en veulent pas. Personne Ouais. n'en veut de ton truc. Ouais. Donc, pourquoi toi t'en voudrais? Ah, toi t'en veux? Bah, t'es le seul. Non, mais c'est On est clair. Non, mais en 100%. train de Mais du coup, rattraper un couteau qui tombe. c'est pertinent parce que ce que tu dis concrètement, c'est que dans l'extrême long terme, c'est full analyse fondamentale et pas d'analyse technique. Et Ouais, dans l'extrême court terme, ouais, c'est 100% d'analyse technique et pas d'analyse fondamentale. Et c'est du coup, ça. entre les deux, Mhm. c'est fondamental et technique. C'est Et moi, ça. c'est ce que j'essaye d'apprendre concrètement à toutes les personnes que j'accompagne, c'est de maîtriser les deux et en même temps le contexte macro. C'est ça. Et si vous maîtrisez ces trois-là, qui est la macro, l'analyse fondamentale et l'analyse technique, vous serez des monstres. Et si vous avez la psychologie derrière aussi, c'est important d'avoir la psychologie parce que sinon on fait rien sans la psychologie. Et si tu veux, il y a certains cours, euh, je les fais ou je vais les faire sur vidéo et je vais leur dire, je veux quand même que vous complétiez le Ouais. cours quand vous aurez le temps, mais si tu veux, les cours sur l'environnement, l'ESG, le truc comme ça, alors on a beau se gargariser sur les plateaux en disant que c'est très très important, mais ceux qui font du trading ou de l'investissement, ils sont un petit peu orientés sur autre chose, si tu veux, tu Oui, vois. mais l'ESG Donc, c'est un peu une mode, hein. C'est moi de ce que je voyais quand je travaillais en banque, c'était beaucoup ESG, ESG, ESG. Donc tout le monde parlait de ça. Et là, ce qui s'est passé ces derniers temps, donc défini, notamment, c'est quoi le ESG? bah, c'est l'armement maintenant. C'est la défense et l'armement. Et donc on va à ce Ah oui, mais qui est à la mode. définis ce que c'est que le ESG pour ceux qui nous écoutent et qui pourraient se dire c'est quoi? Ouais.
ESG, en fait, c'est d'investir dans des entreprises qui sont soucieux des enjeux environnementaux. ESG, Et aussi des environnement, social, gouvernance. gouvernance, etc. Et donc, on va investir dans des entreprises, par exemple, qui vont faire attention à tout ce qui est, par exemple, avoir, je sais pas, la parité entre les hommes et les femmes, de faire attention à tout ce qui est pollution dans leur entreprise, etc. Donc, c'est ça l'ESG. Et donc, pendant de longues années, tout le monde, toutes les banques, etc., prenaient l'ESG et disaient il faut investir dedans parce qu'il faut, voilà, il faut promouvoir ça, etc., etc. Sauf que ce qui s'est passé depuis quelques années maintenant, c'est que les taux avaient augmenté. Les taux avaient augmenté et le problème, c'est que ces boîtes-là, qui sont des boîtes un peu plus jeunes, bah, elles ont besoin de financement. Et donc, bah, vu que les taux étaient chers, c'était compliqué pour elles d'accéder au financement. Et donc, les résultats de ces boîtes-là, donc dites ESG, étaient catastrophiques. C'est pour ça que tous les mandats de gestion des grandes banques, etc., ou même ceux qui investissaient dans les fonds ESG, avaient des performances minables. Et donc, tous les clients se disaient, mais non, mais au final, ça marche pas votre truc ESG. Et ce qui s'est passé sur l'année 2025, c'est qu'on a eu une nouvelle hype. On a eu la hype armement, défense, souveraineté, qui a totalement balayé l'ESG. Et donc maintenant, dans les banques, on parle plus d'ESG, on parle de souveraineté, 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 défense. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'il faut faire attention au hype également. Donc voilà, c'était assez drôle. C'est pour ça que j'aime bien en parler parce que ça me fait rire parce que les banques essayent d'être assez éthiques. C'est important d'être éthique, etc. Mais par contre, quand on parle de défense souveraineté, là, on a vu qu'il y a beaucoup plus d'engouement. Donc on va jeter dessus parce que ça permet de faire du cash et parce que les clients demandent ça. Et donc voilà, plus personne veut l'ESG. Mais c'est intéressant. Ça, t'en penses quoi toi de ça? Donc il y en a beaucoup, il y a beaucoup de sociétés, comme ça a été à la mode, qui ont fait ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire de l'habillage de bilan pour que ça paraisse très bien, dire je suis soucieux de la parité homme-femme ou je respecte l'environnement. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était de plus en plus incompatible avec une économie qui fonctionne. C'était en quelque sorte se mettre un peu une balle dans le pied. Tu Ouais. vois. Mais on dit pas que on peut pas ça. Total, Ouais. Total, vraiment, ils sont pas beaux, c'est pas bien parce que c'est du pétrole et le pétrole, Ouais. il faut arrêter. Ouais, sauf que tout le monde maintenant est bien content que Total ait limité le prix du litre en France à 2 euros Mm. pour pouvoir rouler quand même de façon convenable sans avoir à payer 2,50, 2,80 ou 3 euros le litre aux États-Unis. C'est pas comme ça qu'ils ont fonctionné et le prix du gallon a un petit peu explosé. Tu vois, donc Mm. on en revient. Et pourquoi est-ce que on s'intéresse un petit peu plus à l'armement? Bah, c'est parce qu'on voit bien qu'il y a de plus en plus de guerres. Donc, si tu dis faites la paix, pas la guerre, et puis etc. Non, mais ça reste des mots. Après, tu vois bien que ça pousse un peu partout. Les guerres en Afrique, au Moyen-Orient, voilà. Et donc, Ouais. eh ben, qu'est-ce qu'il faut quand tu es attaqué ou quand tu participes à une guerre? Ben, il faut des armes. Alors moi, j'aime pas plus que ça, mais bon, ben, je sais pas. Non, je Ouais. voudrais soulever un petit point par rapport à l'investissement, etc., qu'on pourrait faire. C'est que il faut se méfier de la géopolitique. Ok. Donc, autrement dit, on a dit analyse technique, fondamentale, et puis macro. Et Ouais. donc ça, on va s'y intéresser. Par contre, on n'investit pas. Il faut se méfier des trades géopolitiques. Ok. Ça veut dire parce qu'on ne sait pas comment le marché va réagir. Je peux te donner plein d'exemples. La guerre en Ukraine a été effacée par le marché en 15 jours. Mm. La guerre en Iran a été effacée la semaine dernière, la semaine d'avant, par le Ouais, marché. nouveau record historique sur le S&P, hein. Donc cela veut dire que le marché répond généralement aux questions qui le concernent lui. C'est-à-dire, est-ce que maintenant ça va bien ou pas? Est-ce que je peux me projeter à 3 mois ou à 6 mois pour dire que ça va aller bien?
Tu vois, il répond à cette question-là et pas il va peut-être y avoir des pénuries, la guerre va peut-être continuer ou pas continuer, etc. Donc ça, tu vois que c'est des paris sur la géopolitique qui Ouais. sont extrêmement, extrêmement compliqués. Donc, Ok. je, je dirais méfiez-vous de la guerre continue, j'achète le pétrole, ou de l'or, la guerre s'arrête, je revends, etc. C'est un petit peu plus Ouais, compliqué. c'est. De toute façon, quoi qu'il arrive, moi, c'est ce que je dis à mes étudiants, c'est qu'il faut visualiser long terme. Moi, j'adore prendre l'exemple du Dow Jones. Par exemple, il a survécu à la Première Guerre mondiale, à la Seconde Guerre mondiale, au Covid-19, à toutes les crises, etc., crack technologique. Mais au final, la tendance qu'on voit sur le long terme, c'est que c'est haussier. Après, on ne sait pas si ça va durer comme ça pendant 500 ans ou 600 ans, mais pour le moment, c'est haussier. Donc oui, faites attention à tout ce qui est crise géopolitique, etc. Parce que, en fait, le problème, c'est que les médias empirent. À chaque fois, les médias ils disent c'est la fin du monde, tout va aller à zéro, etc. etc. Sauf que, en général, quand les marchés baissent, c'est une belle opportunité pour acheter et pour se renforcer là-dessus. Et bon, après, faut pas non plus acheter tout et n'importe quoi. Il y a des actions qui vont jamais remonter. Mais si vous vous positionnez, je sais pas, sur du S&P, du Nasdaq, de l'Eurostock 50 et quelques belles valeurs qui ont baissé, par exemple, moi, quand ça avait pas mal baissé les marchés financiers, j'ai pas mal racheté notamment du Meta. Meta de chez Facebook. J'avais également racheté un peu d'Air Liquide parce que je trouvais bon, elle est toujours chère, mais elle avait pas mal perdu. Elle a perdu, je crois, 15 ou 20%. Et donc, je me suis positionné dessus parce que j'aime beaucoup l'action. Et donc, voilà, il faut savoir analyser les opportunités. Mais bon, ça s'apprend, malheureusement. Donc, faut investir dans soi, comme on a parlé un peu précédemment, et se faire accompagner. En tout cas, moi, j'ai adoré le podcast avec toi, Johan. Je trouve Merci. que ça a été ultra, ultra pertinent et tu nous as notamment partagé beaucoup d'anecdotes et transmis également ton parcours, tes connaissances. Et j'espère que beaucoup, grâce à ce podcast, vont peut-être se lancer dans le trading ou ça leur a peut-être appris quelque chose en plus qu'ils ne le savaient pas. Est-ce que toi, tu as, je dirais, un dernier mot de la fin ou deux derniers mots de la fin à communiquer à toutes les personnes qui regardent ce podcast? C'est assez libre, tu peux dire ce que tu veux. Je crois on a fait pas mal le tour, mais il reste tellement de sujets à évoquer. Moi, Ouais. je veux bien qu'on en refasse un pour d'autres sujets ou sur les indicateurs, les choses. Moi, je ne suis pas avare d'informations, donc je peux donner. Tu vois, je peux dire pourquoi oui, pourquoi non. Généralement, quand je fais des formations, je commence toujours par un diagnostic pédagogique, c'est-à-dire par essayer de comprendre qui la personne est pour Mm. pouvoir l'orienter vers la meilleure chose. Après, si vous êtes pas encore décidé, enfin si ceux qui nous écoutent ne sont pas encore décidés pour une formation avec toi, les autres ou moi, eh bien c'est d'écouter encore un petit peu plus de contenu qu'on va donner. Moi, voilà, je veux bien, si jamais il y a des questions, voilà, on pourra répondre aux questions, faire une session comme ça, si tu as une cinquantaine de questions, si moi j'ai reçu aussi une cinquantaine de questions, Ouais. on se fait une petite session pour répondre un petit peu aux questions ou d'autres thèmes. Voilà. Avec Mais plaisir. mais je vais dire la même chose que ce que tout le monde dit et ce qu'on a dit aussi, c'est que formez-vous. Voilà, il faut vraiment se former, faire du gain, un pourcentage, etc. Si vous êtes sérieux, c'est quand même pas très difficile à apprendre comme activité professionnelle. Il y a quand même beaucoup plus dur comme job. Là, Mm. c'est voilà. Mais il faut se former un petit peu. Ok, trop bien. Formez-vous, c'est vraiment la clé un peu de ce Ouais. podcast. Et d'ailleurs, vraiment, si ça vous intéresse, ce genre de podcast qu'on a fait avec Johan, où on parlait vraiment du trading, et si vous voulez d'autres podcasts où notamment, je vais visiter sa salle, parce que ça, je lui avais proposé avant ce podcast, voilà, où je vais en immersion dans son académie pour voir ce qu'il fait au quotidien avec ses élèves. Si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire, mettez un like également et abonnez-vous à la chaîne et allez suivre également Johan. Donc, comme j'ai mentionné précédemment, je mettrai tous ces liens dans la description de la vidéo. Donc voilà, allez vous abonner, allez le contacter si vous êtes intéressé par tout ce qui est voilà, notamment sur le trading.
Et en tout cas, merci beaucoup, Johan, et on se dit à la prochaine. Merci à toi et suivez également Cyril. Il y a du bon. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À plus. Ciao.